Je veux passer maintenant la parole, s'il vous plaît, à Shraga Blum, qui est journaliste, et qui, lui, va parler de la place du religieux en politique. Shraga. Madame la présidente de la loge, Robert Gamzon, mesdames et messieurs les membres de la loge de Tel Aviv, et membres du comité, et les 2-3 autres qui restent. Enfin, bon. On m'a demandé de parler des liens entre religion, bien que j'aime pas trop ce mot, entre religion et politique, à l'horizon 2088. Alors d'un côté, il s'agit d'une question qui est très complexe à traiter, car c'est probablement, en tout cas à l'heure actuelle, l'un des plus grands défis auxquels est confrontée la société israélienne, et il le sera dans les prochaines années, décennies peut-être. Mais de l'autre, et c'est le cas pour ceux qui s'expriment aujourd'hui aussi, il est très facile de parler de ce qui pourrait être dans 70 ans, puisque nous serons pour la plupart plus là pour constater que nous sommes peut-être trompés et qu'on n'entendra pas les critiques. Donc c'est assez facile vers la prospective. Alors dans l'Israël moderne, donc dans l'Israël d'aujourd'hui, les liens ou souvent les tensions entre religion et politique sont en fait consubstantielles au sionisme. Puisque ce mouvement de restauration nationale du peuple juif est le fruit de deux idées antagonistes mais complémentaires. D'un côté, la volonté de sécularisation du peuple juif dans un cadre étatique, avec un retour du politique, accompagné aussi d'une volonté de créer un juif nouveau, une société nouvelle, rompant avec le passé, où la religion tenait une place importante. Et de l'autre, l'attachement inévitable à un héritage religieux qui s'inscrit dans un passé immémorial. C'est la fameuse question qui revient souvent à l'ordre du jour, État des Juifs ou État juif. Mais le choix du pays, le terme même de sionisme, Sion, le choix du calendrier, indique bien que cette dualité entre la volonté de recréer quelque chose de nouveau, de neuf, et l'impossibilité absolue d'ignorer tout ce qu'a fait notre tradition depuis plus de 2000 ans. Alors certes, les prémices du sionisme ont été pensées par des hommes religieux, si on pense aux rabbins Kalischer, Alcala, Reines, Maoué Lever, mais le sionisme politique et les différentes aliotes ont paradoxalement été le fait de sionistes qui, pour la plupart, voulaient tourner le dos à la tradition juive et créer un État laïque. C'est l'une des raisons d'ailleurs de la farouche opposition à l'époque du monde orthodoxe au sionisme. Alors évidemment, quand on parle aujourd'hui de lien entre religion et politique, on a tendance à avoir un préjugé négatif. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. L'une qui est interne à Israël, parce que le système électoral qui a été adopté, donc à la proportionnelle, donne beaucoup de poids aux partis religieux, avec tout ce que cela peut impliquer en pression, parfois en chantage aussi, des luttes pour les intérêts sectoriels, parfois des scandales aussi. Et puis aussi pour ce qui se passe dans le monde actuel, dans le monde global, où, disons, sans faire de publicité pour une religion, on ne donne pas tellement l'image d'une cohabitation réjouissante et apaisée entre religion et politique. Mais il ne faut pas se voiler la face, si je peux dire. Le judaïsme a ceci de commun avec l'islam que c'est aussi une religion, mais c'est aussi un mode de vie. C'est aussi un modèle de société politique, c'est aussi un modèle d'économie, une vision de société donc, qui envisage forcément une cohabitation entre le politique, la religion, le mot politique étant entendu au sens littéral du terme, c'est-à-dire polis, ikos, s'occuper du citoyen. Alors, puisque le temps est compté, comment envisager cette cohabitation d'ici 70 ans, sachant aujourd'hui que les passions s'exacerbent en Israël et semblent se radicaliser. On peut sans crainte parler parfois d'un Kulturkampf, d'un combat de culture entre des positions qui sont différentes et parfois très opposées. Mais j'aurais tendance, moi, à être plutôt optimiste. Et je vais vous dire pourquoi. Ah, le bail, voilà. Il suffit de survoler ce qui s'est passé ici depuis la création de l'État d'Israël et de voir que le retour d'Israël fait partie d'un processus historique qui prévoit un retour physique du peuple juif sur sa terre,
et qui sera suivi d'un retour spirituel, par étapes. D'ailleurs, c'est la vision qu'ont eue, par exemple, des grands sages d'Israël comme le Rav Kook, qui a essayé de faire la synthèse entre le sionisme laïque et un sionisme religieux, avec tout ce que ça implique dans les rouages d'une société juive authentique en Eretz Israël. Alors, toute société normale est traversée par des tiraillements, des tensions, des oppositions, c'est normal. Et chez les juifs, c'est encore plus normal. On dit souvent 2 juifs, 3 opinions. Alors que dire de la société israélienne, justement, qui est composée d'une mosaïque culturelle, de gens qui sont venus de pays à traditions démocratiques différentes, ou même non démocratiques. Et donc, c'est une espèce de melting pot qui est en train de se créer en Israël. Et il faut laisser, comme on dit souvent, le temps au temps. La renaissance d'une société juive, dans le cadre d'un État, devait obligatoirement aboutir à des questionnements. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Quel type de société voulons-nous? Sommes-nous un État comme les autres? Ou avons-nous une mission particulière dans le monde? Alors, de manière schématique, on peut séparer l'histoire d'Israël depuis 70 ans en 2. Il y a eu la période entre 1948 et 1967, qui peut être qualifiée de période existentielle. C'est-à-dire, c'est la période où l'État d'Israël s'est recréé. Il y a eu les grandes masses d'Aliyah. Il fallait créer un pays, recréer une économie, se défendre contre des ennemis, avant 67 aussi. Et donc, c'était une période où la question des relations religion-société, politique, n'était pas cruciale comme aujourd'hui. Il y a eu le statu quo décidé par Ben Gurion, mais ces questions n'étaient pas encore tellement aiguës dans la société israélienne. Après 1967, ça a changé. Pourquoi? Parce que le fait que, par une guerre qu'Israël n'a pas voulu, la population, Israël a retrouvé des régions, des lieux qui sont directement liés au passé lointain d'Israël. Des lieux comme Jérusalem, la vieille ville, Hebron, Shiloh. Et donc, forcément, il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup des tilts, des switches qui sont faits dans la tête de beaucoup de gens, qui étaient confrontés à ce moment-là, non pas à l'immédiateté d'Israël, la nécessité de défendre sa terre et de recréer une société, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on a retrouvé ces lieux nous parlent, ils sont anciens, ils nous touchent particulièrement. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de remises en question qui se sont encore retrouvées plus aiguës après la guerre de 73. Et finalement, ceci a provoqué beaucoup de rapprochements de juifs envers leur tradition. Parce qu'ils se sont dit finalement, on est revenu en Israël, c'est bien pour quelque chose, il y a un but à notre présence ici. Et au lieu de se focaliser uniquement sur les questions économiques, ethniques, on a retrouvé le débat sur ce que nous devons faire ici, quel est notre but, quel est le but de notre présence ici. C'est des questions qui sont devenues beaucoup plus prégnantes, beaucoup plus aiguës. Le problème, c'est que, comme disait David Ben Gurion, il est parfois plus facile de sortir les Juifs d'exil que de sortir l'exil des Juifs. C'est-à-dire que dans la mentalité juive exilique, par rapport aux Juifs qui vivent en Eretz Israël, surtout les Juifs d'ailleurs issus des pays ashkénazes, où cette dichotomie entre politique et religion était forte. Les Juifs qui viennent du pays d'Islam ont moins vécu cette coupure. Il est parfois difficile de concevoir que la vie juive, la société israélienne, où la politique doit être complètement détachée de ce qu'on appelle la religion. Une fois de plus, j'aime pas le mot religion parce que ça fait appel à des notions chrétiennes, mais disons une société qui vivrait sous des valeurs juives. Alors Ben Gurion disait, lui qui n'était pas pratiquant, disait c'est plus difficile de retirer l'exil de la tête des Juifs. Il disait aussi, le peuple juif a enrichi les nations dans lesquelles il a été dispersé, mais il a aussi subi des influences positives et négatives dans les civilisations qu'il a côtoyées, ce qui a abouti à l'éloignement de nombreux Juifs de leurs racines. Donc c'est aussi Ben Gurion qui disait ça. Alors, donc ce que je disais, c'est que 1967 a été une espèce de date charnière, à partir de laquelle de plus en plus de gens se sont posés des questions sur l'avenir d'Israël, pas seulement au niveau économique, militaire, politique, mais aussi au niveau spirituel. Et
la guerre de Kippour, je l'ai dit. Et pour en revenir à ce qu'il y aura peut-être dans 70 ans, comme je l'ai dit, l'évolution de la société, à mon avis, même si aujourd'hui ça paraît très problématique, il y a beaucoup d'antagonisme, et il faut dire que les médias aussi relatent surtout des crises, relatent des milieux plus marginaux, parce que c'est le problème des médias de montrer ce qui est parfois minoritaire mais plus brillant. Je vois des points très positifs dans la société israélienne qui montrent une évolution vers des consensus qui pourront peut-être créer une société plus apaisée sur ce lien justement entre politique et religion. D'abord, je pense que le système électoral sera modifié d'ici 70 ans et qu'il y aura... Vous ne pensez pas, non? Non? Bon, on verra. Je pense, enfin, il y en a qui en parlent déjà, mais bon, souvent c'est vrai, on en parle et on ne le fait pas. Mais je pense qu'il y aura une intégration progressive des partis, des petits partis dans des ensembles plus grands, un peu à l'image américaine, à l'éveil, voilà. Même si à l'intérieur des blocs, comme ça se passe partout, il y aura des dissensions, mais en tout cas, il faudrait souhaiter, en tout cas, la baisse d'influence de partis religieux, parce que justement, d'une part, ça donne parfois une mauvaise image dans la population, et aussi, ça donne un poids trop important par rapport à leur importance numérique sur le plan politique. Maintenant, il y a deux évolutions, dont une a été traitée tout à l'heure par M. de la Pergola, qui, à mon avis, me rend plus optimiste aussi. C'est justement l'évolution de la société Haredi, orthodoxe, qui s'intègre lentement, mais progressivement et inexorablement. Et j'en veux pour exemple mon épouse qui a travaillé dans le milieu Haredi, dans l'emploi, et qui même, parfois un peu désespéré, me disait quand même qu'il y a des rabbins maintenant qui commencent officieusement à pousser les étudiants à travailler, aller même à l'armée, d'accord? Et la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez entendu à la télévision, il y a un des leaders de la communauté orthodoxe lituanienne, donc en général, les lituaniennes sont les plus opposés en général à l'armée et puis au monde du travail, le Rav David Leibel, qui dans un congrès publiquement a appelé, il a été très critiqué, mais c'est une évolution, il a appelé les étudiants en yeshiva à travailler et a demandé même à ce que ces étudiants soient reconnus dans le monde orthodoxe comme ceux qui étudient à temps plein. Alors il s'est fait critiquer, mais c'est pas grave parce que les précurseurs sont toujours critiqués. Mais c'est une évolution qui est importante. Pourquoi? Parce que plus, comme vous dites en plus, avec raison, que la population haredi orthodoxe va augmenter, elle prendra une part plus importante dans la société. Je crois même qu'aujourd'hui que la majorité des enfants qui s'inscrivent dans les écoles, presque pas loin, en tout cas, sont haredi. Dans les jardins d'enfants, en tout cas, sont haredi. En tout cas, ça arrivera, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça arrivera. Le fait que de plus en plus d'orthodoxes iront travailler, iront à l'armée, favorisera aussi, je pense, un assouplissement dans leur vision de la société et contribueront justement aussi à apaiser ce conflit entre religion et politique. Mais il y a aussi une évolution venant du sens inverse, que j'appelle l'évolution centrifuge, c'est qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de centres d'études, de yeshivot pour laïcs. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de spiritualité très importante dans le monde laïque. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui se définissent comme laïcs, même si le terme laïque n'est pas juif à l'origine, on est vraiment en plein dans la dichotomie occidentale qui nous a un peu abîmés, de laïcs qui se rendent compte que finalement il y a un manque de quelque chose ou que le sionisme laïque a atteint ses limites. Il a réalisé des choses extraordinaires en Israël, la construction du pays, mais après. Et donc, il y a un retour aux sources, un retour aux racines, qui est effectué par beaucoup même de membres de kibbutzim, par exemple, et qui montre peut-être qu'avec cette évolution-là, ces deux mondes vont se rapprocher et on pourra envisager, dans les dizaines d'années qui viennent, une cohabitation plus apaisée, plus synthétique de la collaboration entre politique et religion. Et puis, cocorico, je ne voudrais pas non plus négliger le rôle que pourra jouer la francophonie israélienne, parce que cet alia de France, majoritairement, a ceci de particulier qu'elle est à la fois nourrie de culture occidentale, mais aussi de profond judaïsme, d'attachement à la spiritualité, à la pratique. Et on voit aussi l'école de Manitou, par exemple, et qui pourra aussi apporter sa pierre, sa contribution à la société israélienne
pour une espèce de cohabitation intelligente et harmonieuse entre la vie politique d'une société et le maintien des valeurs juives authentiques. Donc cette évolution spirituelle, elle aura forcément des conséquences politiques, et donc d'où mon optimisme pour que Israël, dans 70 ans, soit plus proche de l'idéal prophétique. Encore 5 minutes, ouais, même moins que 5 minutes. Moins que 5 minutes. Mais donc cette dichotomie entre laïcité et religion, qui est en fait le fruit de l'exil, d'une mentalité d'exil, disparaîtra peu à peu, même si les débats, les discussions, les engueulades ne disparaîtront pas, sinon on serait plus juif. Mais en tout cas, le modèle de la société dans 70 ans, j'espère en tout cas, seront à ce niveau-là, au niveau du duo politique-religion, plus apaisé. Et puis si le Mashiach vient d'ici là, avant, les choses iront encore plus vite. Pardon ? Mais s'il n'est pas venu, c'est pour ça qu'il a raté un pénalty d'ailleurs. Hallevaï. Voilà. Alors je vous remercie et voilà. Merci beaucoup, Shraga. Je crois que le mot Hallevaï va caractériser ce 11e colloque, c'est-à-dire dans les 70 ans, on dira Hallevaï et c'est nous qui aurons la priorité. Merci beaucoup, Shraga. Et je voudrais dire que notre ami Shraga Blum fait d'excellents éditos dans le Petit Hebdo et que c'est très, très intéressant à le lire. Sur le site. Non, pas sur le journal, sur le site.